Et comment, ça va? Le quartier de Charlestown, à Boston, est connu pour son nombre élevé de braquages de banques tout au long de l'année. 4 amis d'enfance s'y distinguent. Doug, Jem, Gloancy et Dez. Doug est le cerveau derrière les plans et transmet aux 3 autres tous les détails qu'ils doivent mémoriser parfaitement avant la prochaine opération. Lorsqu'un agent de sécurité entre dans la banque en transportant un sac d'argent, ils saisissent l'occasion de le pousser à l'intérieur avec eux, prenant immédiatement le contrôle de la situation. Toutes les personnes présentes sont jetées au sol, les téléphones portables sont récupérés et, après avoir vidé les caisses, les voleurs demandent à la directrice, Claire Keesey, d'ouvrir le coffre-fort. Après avoir pris tout l'argent et mis les disques durs des caméras de sécurité au micro-ondes pour les détruire, ils commencent à répandre de l'eau de javel partout pour éliminer toute trace possible d'ADN sans se rendre compte que Claire appuie sur un bouton d'alarme silencieux avec son pied jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Quand ils s'en rendent finalement compte, Jem frappe le directeur adjoint, pensant que c'est lui qui a déclenché l'alarme. Pendant la confusion, Claire parvient à voir le tatouage sur son cou. Comme la police est sur le point de les encercler, Jem décide de prendre Claire en otage, ce qu'ils ne font jamais. Ils lui bandent les yeux avant d'enlever leur masque et, lorsqu'ils sont assez loin de la banque, ils l'abandonnent sur la plage, n'ayant plus besoin d'elle. La scène du crime est prise en charge par le FBI avec l'agent spécial Adam Frawley aux commandes. Il se rend compte que les voleurs ont soigné tous les détails et n'ont laissé aucune preuve, ce qui indique qu'ils sont des professionnels. Ces agents trouvent également la camionnette utilisée pour le braquage, mais elle a été incendiée et personne dans le quartier ne veut témoigner. Le lendemain, Frawley interroge Claire qui raconte le peu qu'elle sait, mais omette le détail du tatouage, car les voleurs ont menacé de la tuer si elle donnait la moindre information au FBI. Pendant ce temps, les 4 voleurs se réunissent pour discuter de la mauvaise idée de Jem d'avoir pris une otage. Mais quand il arrive, il apporte une nouvelle encore pire. Il a la carte d'identité de Claire et a réalisé qu'elle habite près de chez eux, ce qui signifie qu'elle pourrait le voir souvent dans le quartier. Il pense qu'il devrait la suivre pour s'assurer qu'elle a peur de parler. Mais Doug se propose de le faire, disant que Jem a déjà été arrêté une fois et ne peut pas risquer une autre condamnation. En réalité, Doug veut le faire parce qu'il ne fait plus confiance à la violence de Jem. Après cela, Doug et Jem parcourent le quartier pour effectuer les paiements dus aux fournisseurs d'armes, aux concessionnaires automobiles et à Fergie, un mafieux irlandais qui utilise une boutique de fleurs comme façade. Ensuite, ils passent la nuit à boire, à parier et à consommer des substances avec des prostituées. La nuit suivante, les 4 sont dans un bar lorsqu'ils sont abordés par Chris, la sœur de Jem et mère célibataire. Elle et Doug ont déjà été en couple et elle dit qu'il lui manque, mais Doug ne veut pas se remettre avec elle et s'en va. Quelques heures plus tard, cependant, alors que Doug regarde la télévision chez lui, Chris entre en utilisant une ancienne copie de la clé et s'amuse avec lui sur le canapé. Le lendemain, Doug commence à suivre Claire et entre dans la laverie derrière elle. Quand elle se met à pleurer en voyant des taches de sang délavées sur sa chemise, il en profite pour s'approcher, feignant de la réconforter. Pour lui remonter le moral, il l'emmène prendre un verre. Ils discutent et créent un lien, bien que Doug mente en disant qu'il travaille dans la construction et que son père vit en banlieue, alors qu'en réalité il est en prison. Il l'emmène également faire un tour en bateau, disant qu'il appartient à un ami, alors qu'en fait, il s'introduit illégalement juste pour l'impressionner. Quand elle commente les braqueurs de banque de Charlestown, il dit simplement que les histoires sont exagérées. Le lendemain, en rencontrant Jem, Doug dit qu'il a Claire sous contrôle et qu'il n'est pas nécessaire de la tuer. Après avoir interrogé et battu un contact criminel, Frawley trouve une piste. Ces voleurs savaient comment agir à l'intérieur des coffres, contrairement à d'autres qui attaquaient des fourgons. Ce type de connaissance ne peut être acquis qu'en travaillant dans des endroits comme Vericom, alors ils commencent à enquêter sur les dossiers des employés. Frawley rencontre également Claire pour déjeuner et poser d'autres questions, en plus d'essayer de flirter avec elle, mais elle dit qu'elle fréquente quelqu'un. Claire et Doug commencent à sortir ensemble, ce que Doug cache au gang. Plus ils se rapprochent, plus ils partagent sur leur vie. Claire avoue collaborer avec le FBI et Doug, feignant la curiosité, demande s'ils ont déjà des suspects. Elle mentionne également le tatouage qu'elle a vu, mais dit ne pas savoir si elle doit le dire à Frawley, craignant d'être tuée. Doug lui conseille de garder ce secret pour l'instant, comme une carte dans sa manche, surtout si elle veut éviter d'entrer dans le programme de protection des témoins. En échange, Doug révèle que sa mère l'a abandonné quand il avait 6 ans et qu'il a essayé de la retrouver, mais que son père n'a jamais rien fait à ce sujet. Lors d'un de leurs rendez-vous, Claire raconte qu'elle doit faire un plus grand détour pour aller au travail afin d'éviter les gangs qui jettent des bouteilles sur sa voiture si elle suit le chemin normal. Alors, après l'avoir déposée chez elle, Doug va chercher Jem et les deux vont intimider les agresseurs. Doug se contente de les battre et de placer de la drogue sur eux, leur disant de quitter le quartier avant la fin de la semaine. Mais Jem exagère et tire dans la jambe d'un des types, en plus d'enlever son masque et de montrer son visage. Doug est mécontent de la violence croissante de Jem. Pendant ce temps, Frawley trouve le dossier de Dez en tant qu'employé de Vericom avec des absences pour maladie qui coïncident avec les dates de plusieurs braquages de banque. Cela leur permet de suivre Doug jusqu'à un barbecue familial et de découvrir l'identité de tout le gang, bien qu'il n'ait pas encore de preuves concrètes pour les arrêter. Pour l'instant, Frawley ordonne à ses agents de garder tout le monde sous surveillance. Alors qu'ils déjeunent ensemble par une journée ensoleillée, Claire dit à Doug que ce temps lui rappelle le jour où son frère est mort.
Quand elle s'éloigne de la table pour aller aux toilettes, Jem apparaît soudainement et s'assied avec Doug qui craint qu'il ne découvre son secret. Doug essaie de le faire partir sans succès. Claire revient et bien que Jem soit clairement choqué de la voir, il feint la normalité et discute un peu avant de partir. Doug dit au revoir à Jem en profitant pour couvrir son tatouage avec sa main. Plus tard, Jem confronte Doug à propos de Claire, disant que c'est une très mauvaise idée de coucher avec quelqu'un qui pourrait les mettre en prison. Il n'a rien dit aux autres, mais il veut que Doug règle ça et se concentre sur la prochaine opération. Doug n'aime pas les partenaires impliqués et pense qu'il vaut mieux abandonner. Malgré tout, Jem insiste et Doug accepte, mais à une condition, ce sera son dernier travail. Ensuite, Doug rend visite à son père en prison pour lui dire qu'il pourrait partir pour un temps et lui demande pourquoi il n'a jamais cherché sa mère. Le père répond qu'il ne sert à rien d'essayer de faire de quelqu'un une mère quand cette personne n'a jamais voulu l'être. Quand arrive le vendredi, c'est l'heure de la nouvelle opération. Ils prennent des cheveux dans un salon de coiffure pour les laisser comme fausse preuve, se lavent bien et nettoient tout l'équipement à l'eau de javel. Ils font cela pour ne pas laisser d'empreinte digitale. Ensuite, ils prennent la voiture et suivent un fourgon blindé, prêts à le braquer dès qu'il se gare. Au début, tout se passe bien, mais l'un des gardes tente de réagir et pointe son arme sur eux. Comme la police approche également pour ne pas perdre de temps, il tue le garde et s'enfuit le plus vite possible. En chemin, il provoque plusieurs accidents et quand les policiers les encerclent enfin, il leur tire également dessus avant de s'enfuir par le même chemin qu'à l'aller. Gloncy fait des manœuvres risquées, provoquant des collisions entre les voitures de police jusqu'à ce qu'ils parviennent à semer leurs poursuivants. Quand il trouve le quatrième membre du groupe qui attend dans une autre voiture, il change de véhicule et incendiant le précédent pour bloquer le chemin de la police. Frawley, qui suit l'affaire depuis son bureau, ordonne de fermer le pont, mais il est trop tard. Les voleurs le traversent avant l'arrivée des policiers. En changeant de voiture à nouveau, sont vus par un policier qui est garé à proximité, mais il décide de les ignorer. Bien qu'il n'ait toujours aucune preuve valable, Frawley veut au moins les interroger. Il envoie donc ses agents amener les 4 pour interrogatoire. Après les avoir forcés à répéter les phrases dites aux victimes, Frawley essaie de poser des questions, mais Jem reste silencieux et demande un avocat. Doug, sachant qu'il n'y a aucune preuve contre lui, affirme qu'ils ont toujours su qu'ils étaient surveillés par le FBI car tout le monde reconnaît leurs antennes. La prochaine étape de Frawley est d'essayer d'obtenir de nouvelles pistes avec Claire, mais en appelant la banque, il découvre qu'elle a démissionné. Se méfiant d'elle, il fait mettre son téléphone sur écoute et découvre que Claire a maintenu le contact avec Doug tout ce temps. Doug apprend également la démission lorsqu'il la rencontre pour lui offrir un collier de diamants, alors il en profite pour lui demander de s'enfuir avec lui. Et Claire accepte. Après leur rencontre, Claire reçoit la visite de Frawley, qui remarque le collier avant de lui montrer le profil de Doug et de lui dire la vérité. Pendant ce temps, Doug rencontre Jem, qui a un nouveau travail offert par Fergie, mais Doug refuse et lui dit de trouver quelqu'un d'autre parce qu'il n'en veut plus. Jem est furieux et accuse Doug d'abandonner Chris et son bébé, mais Doug rappelle que personne ne sait qui est le père et que bien qu'il soit reconnaissant envers la famille de Jem de l'avoir accueilli, il ne serait jamais une famille heureuse. Jem affirme qu'il a déjà tué pour Doug et a passé 9 ans en prison pour cela, mais Doug n'est pas ému et refuse le travail. Ensuite, il se rend chez Fergie pour l'informer de sa décision, mais Fergie n'en veut pas d'autre, car Doug est le vrai cerveau du groupe. Fergie révèle alors que le père de Doug a travaillé seul pendant des années. C'est pourquoi il a rendu la mère de Doug dépendante à la drogue. Elle n'est pas partie, elle est morte d'une overdose. Doug réalise qu'il a été trompé toute sa vie. Fergie menace de faire la même chose à Claire s'il n'accepte pas le travail. Doug court à l'appartement de Claire pour vérifier si elle va bien, mais elle le met dehors sans le laisser s'expliquer ou s'excuser. À partir de là, il commence à surveiller l'immeuble et voit l'un des hommes de main de Fergie accrocher une couronne funéraire à sa porte. Doug la détruit et réalise qu'il n'a pas le choix. Il accepte donc de participer au braquage. Ensuite, il rend visite à Chris pour l'avertir qu'il disparaîtra après ce travail. Puis, il essaie de parler à Claire une dernière fois et promet qu'il ne lui ferait jamais de mal, disant qu'il a braqué de nombreuses banques mais n'a jamais tué personne. Il lui demande alors de l'attendre. Le gang se réunit pour écouter le plan de Fergie. Il a des informations internes pour braquer le stade de Fenway Park et le coup aura lieu le lendemain matin du grand match lorsque les coffres seront pleins. Pendant qu'ils discutent des détails, Frawley aborde Chris dans un bar, pensant qu'elle pourrait être le maillon faible de la famille. Après avoir faussement flirté avec elle, Frawley montre son badge et laisse entendre qu'il sait qu'elle travaille comme passeuse pour Fergie. Quand Chris demande un avocat, il saisit l'occasion et sème la discorde en disant que, même si elle a passé des années avec Doug, il ne lui a jamais offert de collier de diamants. Chris donne une fausse piste, alors le jour de l'opération, Frawley et ses agents suivent le mauvais camion pendant que Chris rend visite à Doug pour lui demander de s'enfuir avec elle car elle veut aussi une nouvelle vie. Mais Doug la met dehors en disant qu'il part avec quelqu'un d'autre. Plus tard, Frawley la retrouve à l'hôpital après un accident de voiture sous l'influence de drogue. Il lui promet une protection pour elle et son fils en échange d'informations. Se sentant utilisée une fois de plus, elle cède et raconte tout sur le braquage au stade de Fenway Park. Pendant que Dez utilise ses connaissances d'électricien pour désactiver les alarmes et les caméras, Doug et Jem s'habillent en policiers et entrent dans le stade avec l'aide d'un contact de Fergie.
Fergie. Ils trouvent quelques employés et gardes, mais leur déguisement ne fonctionne pas longtemps. Bientôt, ils sortent leurs armes et ordonnent à tout le monde de se coucher par terre pour les attacher. Ensuite, ils montent dans la salle du coffre et ordonnent aux employés d'ouvrir la porte, disant qu'ils ont des hommes chez eux et qu'ils tueront leurs femmes s'ils tentent quelque chose. Les employés cèdent, et après avoir rempli les sacs d'argent, ils sortent par le parking où Gloancy et Dez les attendent avec une ambulance. Le FBI encercle déjà les lieux, mais quand Jem voit les agents tenter d'entrer, il commence à tirer. Une fusillade s'engage et Gloancy est touché au gilet par balle. Pendant que les autres continuent de tirer, Dez revient et ouvre la porte pour pousser la voiture des agents. Après avoir refermé la porte, Doug dit à Dez que contrairement aux autres, il n'a pas de casier judiciaire et pourrait s'en sortir avec seulement 7 ans de prison et que personne ne lui en voudrait. D, offensé, refuse et envoie Doug au diable. Le FBI lance des grenades aveuglantes par les fenêtres et tandis que les voleurs sont désorientés, des agents spéciaux entrent et tirent sur Dez dès qu'il se relève. Gloancy décide de suivre un plan risqué, sortir en conduisant pour distraire le FBI. Pendant ce temps, Doug et Jem enfilent les uniformes de police et prévoient de sortir par la porte principale. Puisque le FBI ne recherche pas des policiers, Doug s'inquiète pour la sécurité de Gloancy, mais il assure qu'il est un excellent conducteur et sait comment s'échapper. L'ambulance parvient à sortir et à parcourir quelques pâtés de maisons, mais lorsque le FBI ne parvient pas à l'arrêter en tirant sur les pneus, un tireur d'élite touche Gloancy à la tête. Pendant que le FBI inspecte l'ambulance, pensant que tout le monde est à l'intérieur, Doug et Jem s'échappent déguisés parmi les vrais policiers. Le stratagème, cependant, ne dure pas longtemps. Les employés attachés racontent qu'ils ont été attaqués par des hommes habillés en policiers. Frawley commence immédiatement à chercher des agents au comportement suspect. Il voit bientôt Jem s'éloigner avec un grand sac et le suit jusqu'au parking. Appelé par son nom, Jem tire sur Frawley et se retrouve encerclé par des policiers et des agents, tandis que Doug observe tout de loin. Frawley touche Jem à la jambe, qui se cache derrière une boîte aux lettres, mais se rend vite compte qu'il n'a plus de balles. Refusant de retourner en prison, il se livre à la mort, les armes à la main. Les agents lui tirent dessus au même instant. Doug profite de la confusion pour s'enfuir en volant une voiture de police pendant que les autres examinent le corps de Jem. Il se rend à la boutique de fleurs et tue Fergie et son homme de main, sans se blesser car il porte un gilet pare-balles. Ensuite, il récupère l'argent qu'il avait caché et appelle Claire, qui est avec le FBI dans son appartement, tous écoutant l'appel. Claire lui demande de venir, disant qu'elle est seule, mais Doug se rend compte que c'est un mensonge car il observe l'immeuble depuis un appartement voisin. Il accepte tout de même de venir. Il lui demande de le retrouver à la porte de derrière dans 1 heure. Après s'être excusée à nouveau, Claire utilise l'expression « jour ensoleillé » comme un avertissement subtil qu'il s'agit d'un piège. Doug comprend et fait semblant d'y aller. Pendant que le FBI attend avec Claire quelqu'un qui n'arrivera jamais, Doug cache de l'argent dans son jardin et laisse un mot sur la voiture de Frawley avec une insulte. Ensuite, il quitte la ville en train, portant un uniforme de la compagnie MBTA. Frawley se méfie de la phrase « jour ensoleillé », mais elle est trop vague pour servir de preuve, donc Claire est libérée de toute accusation. Quelques jours plus tard, elle trouve l'argent que Doug a laissé avec un mot disant que peut-être un jour ils se reverront. Alors Claire décide de faire don de l'argent pour rénover la patinoire de hockey locale où Doug jouait quand il était enfant, en mémoire de sa mère. C'est ainsi que se termine The Town, un film d'action et de thriller de 2010, et je vous attends dans la prochaine vidéo.